Convergence. Destin prédéterminé. Serait-ce la chambre 7, voisin Samson et sa famille? Alors que ses pensées traversaient l'esprit de Lumian, il activa la marque noire sur son épaule droite sans hésitation. Traversée du monde des esprits. Lui et Jenna ont disparu, se dirigeant vers l'entrée de l'auberge du Coq Doré. Lumian n'avait jamais mis les pieds sur l'avenue du marché dans le monde de la peinture, il n'y avait donc pas les coordonnées du monde des esprits. Le monde des esprits dans le domaine de la peinture comprenait encore des couches denses de couleurs et d'innombrables figures transparentes et étranges. Cependant, les 7 lumières vives et pures au sommet semblaient plutôt floues, comme séparées par de nombreuses vitres à meneaux. Guidé par sa spiritualité, Lumian repéra les coordonnées correspondantes à l'entrée de l'auberge du Coq Doré et s'y téléporta. Ils ont rapidement quitté le monde des esprits et se sont retrouvés dans la rue. Mais ce que Lumian voyait devant eux, c'était l'immeuble du 3 rue des Blouses Blanches, l'endroit même où il venait de se trouver. Il n'avait pas quitté la rue Anarchie. Il s'était simplement déplacé de 7 à 8 mètres d'un côté à l'autre de la route. Habitants du cercle. Jenna et moi sommes déjà pris au piège dans le cercle. Lumian tourna la tête et ne fut pas surpris de voir la belle femme soupçonnée d'être la chambre 7 de l'auberge, se tenant à seulement quelques mètres du même côté de la rue qu'eux. Voisin Samson? Demanda Lumian d'une voix grave. Il abandonna temporairement l'idée de la téléportation, leur précédente tentative s'étant révélée inefficace pour s'échapper de la rue des Blouses Blanches. Pendant que Lumian parlait, Jenna récupéra discrètement un miroir, se préparant à utiliser la magie noire pour manœuvrer et lancer une attaque. Elle sentit qu'à un moment aussi tendu et crucial, l'enquête de Ciel, au lieu de lancer une série d'attaques, pourrait être une tentative de détourner l'attention de l'ennemi et de lui créer une opportunité de porter un coup fatal. Bien que Lumian ait mentionné que voisin Samson était un habitant du cercle de la séquence 4 de la voie de l'inévitabilité, un saint doté d'une aubaine, un véritable demi-dieu, elle pensait qu'il devait faire une tentative, malgré les obstacles. Et s'il avait subi une transformation qualitative sous divers aspects par rapport au Beyondé de séquence basse à moyenne, au point que même une petite équipe combinée ne serait pas à la hauteur pour lui? En entendant la question de Lumian, la belle femme en robe blanche révéla un sourire éphémère et lointain. On dirait que vous êtes bien informé. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Lumian fit un pas en avant et grogna. 2 faisceaux de lumière blanche jaillirent de ses narines et atterrirent sur la femme soupçonnée d'être la chambre 7. Bien que la puissance du sort de Harin fût augmentée suite à son avancement vers la séquence 6, il ne croyait pas que cela fonctionnerait vraiment sur un saint. Au mieux, cela pourrait la faire légèrement osciller. Lumian a opté pour cette approche au lieu d'enfiler les gants de boxe Flog pour cibler les différents effets négatifs d'un contractuel. En tant que conspirateur, il remarqua vivement un détail crucial. Lui et Jenna étaient piégés dans le « cercle », mais voisin Samson n'avait pas quitté la salle 7. Il restait dans le corps de la belle femme. Cela a clairement gêné sa performance. Par conséquent, soit il avait de l'arrogance comme effet secondaire négatif de sa capacité contractuelle, soit il ne pouvait pas quitter la chambre de l'auberge pour une raison quelconque. Combiné avec son hypothèse antérieure selon laquelle le monde dans le tableau et la situation dans l'auberge faisaient partie d'un rituel, Lumian était plus enclin à croire cette dernière possibilité. Dans ce cas, même si mon sort d'Arinf ne peut pas vous affecter, ne peut-il pas affecter votre chambre? Les modèles humains, corrompus par la voix peintre et ornés de motifs spéciaux, étaient équivalents à des monstres de mi-séquence. Alors que 2 faisceaux de lumière blanche descendaient, la belle femme en robe blanche s'est évanouie. Presque simultanément, la vision de Lumian et Jenna s'est brouillée et elles se sont senties légèrement étourdies. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, ils se retrouvèrent à la sortie du 3 rue des Blouses Blanches, face à la belle femme en robe d'eau nue blanche en diagonale en face d'eux. Les lèvres de la femme se sont retroussées, mais elle n'a pas répété sa déclaration précédente. Habitant du cercle. Lumian s'est rendu compte que lui et Jenna étaient véritablement piégés dans une boucle, et l'attaque réussie sur la salle s'est à déclencher le redémarrage de la boucle. De plus, il a confirmé que voisin Samson et sa famille ne pouvaient pas quitter la salle 7 jusqu'à ce que quelque chose soit conclu. Ils ne pouvaient exercer une influence sur le monde extérieur qu'à travers des obstacles. Sinon, ils auraient ouvert la porte et confronté Lumian de toute leur force. Ils cherchaient à contrôler la cible avec un ange enfermé dans son corps le plus efficacement possible. Même si voisin Samson avait l'effet secondaire négatif de l'arrogance, il était improbable que ses 3 enfants soient pareils. Sans hésitation, Lumian enfonça sa conscience dans sa paume droite, révélant quelques cicatrices rouges vives. Une aura extraordinairement frénétique, violente et haute et puissante déferla dans le ciel, comme si elle cherchait à dominer la terre. Alista Tudor. Lumian a activé la marque de l'empereur de sang. Bien que cela n'ait pas eu d'impact réel dans le monde physique, cela a provoqué une légère peur chez ceux qui l'entouraient, les faisant trembler. Cependant, la réponse du monde de la peinture a dépassé les attentes de Lumian. Le ciel est soudainement devenu rouge foncé et le soleil de l'ouest est apparu teinté d'une teinte de fer alors qu'il se balançait de gauche à droite. La rue des Blouses Blanches et le monde entier tremblaient comme frappés par un tremblement de terre. Les vendeurs et les piétons dans la rue, ainsi que les résidents et les animaux des 2 côtés, sont flous et déformés. La belle femme dans la chambre 7 de l'auberge a été déconcertée. Elle tremblait instinctivement et voulait se serrer fort dans ses bras. Une force invisible enveloppant la moitié de la rue des Blouses Blanches s'est matérialisée, ressemblant à du verre transparent.
Soudain, il s'est brisé, révélant de multiples fissures. Voyant cela, Lumian attrapa l'épaule de Jenna et activa à nouveau la marque noire sur son épaule droite. Cette fois, ils ont rapidement traversé le monde des esprits locaux et sont arrivés à l'entrée de l'auberge du Coq Doré. Ils ne sont pas retournés au cercle. Le monde de la peinture existait entre réalité et fiction, et il était très sensible à l'aura de personnages de haut niveau, matérialisant l'impact. Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, un grondement lointain parvint à ses oreilles. Ça émanait de l'avenue du marché. Lumian et Jenna échangèrent des regards alors qu'un terme leur venait à l'esprit, salle de Balbrise. Est-il arrivé quelque chose au trou noir correspondant à la salle de Balbrise? Était-ce un changement ultérieur provoqué par l'aura de l'empereur de sang à l'Statue d'or, ou le rituel a-t-il officiellement commencé, annonçant la catastrophe imminente? Les pensées de Lumian s'affrontaient alors qu'il se dirigeait vers l'avenue du marché. La réponse de Jenna a été aussi rapide que la sienne, prenant la même décision. Profondément sous terre, dans une grotte cachée indétectable pour le monde extérieur. Les parois rocheuses ici ont été méticuleusement modifiées, comportant 2 poutres verticales et plusieurs poutres horizontales, chacune marquée d'espaces longitudinaux. Pour quiconque connaît le plan de Trèves, ces formations correspondraient strictement à une section de l'avenue du marché. Chaque paroi rocheuse était l'équivalent d'une rue secondaire et chaque espace vertical représentait une ruelle. Chaque paroi rocheuse était ornée de peintures à l'huile réaliste, représentant des bâtiments de différents styles architecturaux, des lampadaires en fer sombre, des piétons habillés en employés, des vendeurs vendant une gamme de produits et des scènes depuis les fenêtres, le tout représenté avec des couleurs vives et naturelles. Ces scènes étaient presque identiques à celles des rues correspondantes. Sur la paroi rocheuse et de l'avenue du marché, 3 hommes en chemise blanche et gilet déboutonné utilisaient des outils muraux pour fabriquer une porte complexe d'un rouge vif à l'endroit correspondant à la salle de Balbrise. Leur corps était recouvert de peinture et leurs yeux affichaient un détachement particulier, comme s'ils regardaient un royaume lointain plutôt qu'une paroi rocheuse. Chaque fois qu'ils complétaient la porte rouge vive sur la paroi rocheuse, elle disparaissait mystérieusement après qu'une 5e soit achevée. Les 3 peintres n'eurent d'autre choix que de répéter leurs efforts en vain. Soudain, la mine trembla doucement et de minuscules fissures presque imperceptibles à l'œil nu apparurent sur la paroi rocheuse ornée de diverses scènes. La femme peintre au béret bleu et l'homme peintre en pantalon rouge ont levé les yeux vers la représentation de l'avenue du marché sur la paroi rocheuse. L'instant suivant, ils pressèrent leurs mains contre la paroi rocheuse et disparurent. 2 personnages ont émergé dans l'immense peinture à l'huile. L'une était une femme portant un béret bleu et l'autre un homme en pantalon rouge. Ils portaient tous 2 des chemises blanches et des gilets beiges ouverts. Le 3e peintre, un homme d'une 20aine d'années, est resté à l'extérieur. Il était vêtu d'un pantalon noir avec des pompons, ses cheveux bruns ébouriffés et un peu de chaume ornant sa bouche. L'expression lointaine de ses yeux couleur de lin s'estompa alors qu'il observait prudemment son environnement. Constatant que les secousses de la mine se limitaient à cette zone et que l'anomalie du tableau ne s'était pas étendue, le jeune peintre poussa un soupir de soulagement. Il redirigea son regard vers la salle de Balbrise vide, se demandant s'il devait changer d'approche ou attendre le bon moment pour réessayer. À ce moment précis, une paume squelettique s'est soudainement étendue de la paroi rocheuse et du sol. Il avait une teinte jaunâtre et une texture flétrie, avec sa surface recouverte de rouille couleur fer, lui donnant un aspect ancien. Dès son apparition, la paume squelettique saisit la cheville du jeune peintre, dans le but de l'entraîner profondément dans la terre. Tard dans la nuit, 11 rue des Fontaines, quartier de la cathédrale commémorative. Le rêve de Franca avait été étrange, avec diverses scènes bizarres mêlées dans un récit absurde. Soudain, elle s'est réveillée en sursaut et a instinctivement regardé à ses côtés. Bien que la pièce soit plongée dans l'obscurité à cause des lourds rideaux bloquant le clair de lune cramoisie, cela ne l'a pas empêché de remarquer que l'endroit sous la couverture de velours à côté d'elle était vide. Gardner Martin était introuvable. Les pupilles de Franca s'écarquillèrent avec un mélange de surprise et de suspicion. Ce n'est pas qu'elle ait été choquée par la disparition de Gardner Martin. Il n'y avait rien qu'il puisse faire qui puisse vraiment la surprendre. Ce qui l'a prise au dépourvu, c'est son incapacité à détecter son départ. Les démonesses possédaient de formidables sens spirituels. Il était impossible pour quelqu'un qui dormait à côté d'eux de sortir du lit et de partir à son insu. Franca n'était sortie de sa rêverie qu'en sentant la température baisser de l'autre côté du lit. Franca se leva rapidement, s'habilla et ouvrit la porte de la chambre. Le couloir était plongé dans l'obscurité et un silence étrange planait dans l'air.